Alors bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette 435e rencontre Vlil qui s'inscrit dans le cadre du festival Terre de Parole qui célèbre l'aventure humaine cette année du 23 au 30 mai 2026. Et cette rencontre s'inscrit également dans le cadre du prix Première Parole qui distingue ses premiers romans francophones des premiers romans francophones et qui accompagne l'émergence de nouvelles voies littéraires. Alors ce prix ne récompense pas seulement un livre, il soutient un début, un élan, une promesse. 5 œuvres ont été sélectionnées cette année, dont le choix de la médiathèque départementale de Seine-Maritime, qui passe entre les mains de plus de 500 lectrices et lecteurs répartis en 40 clubs sur tout le département. Et ce soir, chacun et chacune d'entre vous dispose de 30 minutes d'échange avec chacun des auteurs, Maya Thirier, Kevin Thiévon et Espérance Garçonna. 30 minutes pour entrer dans la fabrique du texte, comprendre ses silences, ses obsessions et ses tremblements. Bonsoir déjà à tous les trois. Bonsoir. Bonsoir. Alors il y a quelque chose de vertigineux dans un premier roman. C'est une porte qu'on pousse sans savoir si le sol tiendra. C'est une voix qui pour la première fois accepte de se mesurer au monde. Ce soir, nous entrons dans trois paysages très différents mais reliés par une même intensité, celle des commencements. Dans Pas d'ici, d'Espérance Garçonna, qui choisit l'effacement plutôt que l'affirmation. Un homme se réfugie dans un village italien, adopte un nom d'emprunt, observe les autres pour mieux se dissoudre. Le récit avance par touches sensorielles, par silence, par fragments de mémoire. Et ici, l'identité n'est jamais fixe, elle se déplace, se réinvente et se fragmente. La prose, subtile, musicale, privilégie plutôt la suggestion à l'explication, et publié aux éditions Rivage, ce roman propose une méditation délicate sur l'étrangeté d'être au monde, sur la possibilité d'habiter un lieu sans jamais en être tout à fait. De l'autre côté, avec la bouche dans le sable, Kevin Thiévon inscrit, quant à lui, l'intime dans la brûlure du monde. Sur des plages éclatantes de la Côte d'Azur, un adolescent porte en lui une mémoire venue d'Irak, lourde d'histoire et de silence. Le roman explore la tension entre héritage politique et éveil du désir, entre loyauté familiale et nécessité de s'inventer soi-même. La langue, lumineuse et traversée d'ombre, fait dialoguer la douceur des étés méditerranéens et la violence souterraine des récits transmis. Publié aux éditions Le Bruit du Monde, cette fois-ci, ce texte avance comme une marée inquiète qui polit les secrets, mais n'efface jamais rien. Et puis dans Sans Éden, Maya Thirier orchestre un huis clos où l'absence devient matière. Une maison, un père, un enfant et le fantôme d'une jeune femme disparue composent un paysage d'angoisse feutrée. Le roman joue ici avec les frontières du réel, les objets frémissent, les nuits se densifient, les certitudes se fissurent. Entre deuil et possible hallucination, l'écriture installe une tension délicate, presque organique, qui ne cherche pas l'effet, mais l'inquiétude durable. Cette fois-ci, ce roman est publié aux éditions Emmanuel Colas et ce premier roman s'attache à ce qui tremble derrière les murs, là où la raison ne suffit plus. Alors ce soir, trois premiers romans, trois façons d'entrer en littérature, trois gestes très différents, mais toujours avec une seule et même audace. Alors on va commencer cette soirée avec Espérance Garçonna et ensuite ce sera au tour de Kevin Thiévon et enfin Maya Thirier pour clôturer le bal. Alors Espérance, bonsoir. On sait très peu de choses de vous. On aimerait bien savoir déjà dans un premier temps d'où venez-vous pour traiter d'un premier roman qui cause une sorte de trouble sur votre passé. On a véritablement l'impression que ce livre fait débuter une nouvelle vie pour vous. Est-ce que c'est le cas? C'est vrai que c'est le cas. En tout cas, c'était une tentative de débuter une nouvelle vie. Et je pense que c'est pour ça que ce personnage est arrivé à ce moment-là. C'était, euh, il s'est présenté à un moment de ma vie qui était difficile, effectivement, où je m'interrogeais sur comment continuer avec soi-même, avec son identité, avec tout ce qu'elle comporte. Et j'ai eu une sorte de réflexion sur la mémoire aussi et sur les souvenirs. Et je me suis dit, en fait, l'image qu'on a de nous-mêmes et la façon dont on se pense, on aurait une mémoire différente, on se penserait différemment. Et j'ai eu besoin d'être accompagnée par ce personnage qui essaye de repartir à zéro, qui fait cette tentative-là, qui en réalité, je pense, est plutôt vouée à l'échec, mais il va rencontrer des surprises sur son chemin. Et ouais, j'avais besoin d'être accompagnée par cette page blanche qu'est ce personnage, en tout cas au début du roman. Qu'est-ce qui vous pousse à écrire?
Quand on débute une première œuvre, un premier roman, c'est souvent très personnel. Là, pour le Mmh. coup, le personnel est très caché, peut-être enfoui, Mmh. peut-être refoulé, vous nous direz, mais qu'est-ce qui vous a poussé à écrire un premier roman? Pourtant le personnel, il est bien là, mais il est dissimulé derrière le roman. C'est-à-dire que les souvenirs du personnage sont quand même beaucoup les miens, ses angoisses aussi beaucoup et pour moi, c'est un livre très intime, mais que j'ai, bah, peut-être dissimulé aussi derrière ce personnage, déjà qui est masculin, dire «je» au masculin, et en faire quelqu'un qui n'a pas du tout la même vie que moi, mais qui, avec lequel je partage quand même beaucoup. Hem j'ai continué à écrire depuis et c'est peut-être grâce à ça que je me rends compte qu'on se en tout cas moi je me mets à écrire parce que, j'ai une émotion qui me traverse que j'arrive pas très bien à nommer et je baigne par exemple dans une émotion pendant plusieurs mois et le fait de pas pouvoir la nommer, ça me donne envie d'écrire un livre, dessus. Peut-être pour, s'en approcher plus ou se familiariser avec parce que parfois ça peut faire peur. Est-ce que justement le fait de brouiller les pistes, de prendre un nom d'emprunt pour ce personnage principal, est-ce que c'est une sorte de protection intime? Est-ce que vous protégez aussi vos souvenirs? Bah, c'est une manière de les mettre à distance, d'y réfléchir et de se protéger de soi-même aussi. Je pense que ce serait trop frontal, trop direct, ce serait pas du roman, j'aurais beaucoup plus de mal et là, ça permet de prêter ses souvenirs à quelqu'un, qui va peut-être en faire quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre, pardon, qui va peut-être en avoir moins peur que nous et heu et oui, il y a quelque chose de très rassurant de partager avec des personnages, des choses très intimes. En vous lisant, je me suis demandé si finalement nommer les choses, c'était si important que ça. On a l'impression que le fait de ne pas nommer, finalement, ça reste aussi de la matière. Bah, il y a beaucoup de on m'a beaucoup dit que ce roman était il y avait quelque chose de vaporeux dans le roman et effectivement, il y a pas mal de mystères même autour, donc autour de sa vie à lui, mais autour finalement de la vie de tous les habitants du village et moi, il y a quelque chose qui me rassure beaucoup dans le mystère parce que ça a des contours, pas trop nets. Ouais, c'est rassurant d'être un petit peu dans le brouillard, quoi. Moi, c'est quelque chose qui me rassure. Est-ce que justement ce personnage-là, on a l'impression qu'il est très immobile? Est-ce que le but était aussi justement de le laisser? En principe, les personnages sont plutôt très mouvants. Là, pour le coup, il est dans une posture où le sens de l'observation, son acuité à regarder le monde, à regarder autour de lui, est surdéveloppée. Est-ce que ça vous concerne aussi? Est-ce que justement le regard, en tant qu'écrivain, est-ce que c'est quelque chose qui est quasiment une essence même au geste d'écrire? Moi, je crois. Je crois aussi que, par exemple, quand on parle, on dit qu'il faut du temps pour écrire et je crois que ce temps dont on parle, c'est pas tellement le temps où on se met devant son ordinateur, devant sa feuille pour rédiger, mais c'est tout le temps de l'autour. C'est la disponibilité d'esprit qu'on a justement pour être observateur, pour s'imprégner. En tout cas, moi, ça fonctionne comme ça. Et pour ce personnage-là, c'est difficile de dire si c'était une intention ou pas. Je l'ai fait comme ça et après j'essaye de mettre des mots dessus. Mais c'est quelqu'un il y a un passage où je dis il essaye de rester le plus immobile possible à l'intérieur de lui-même, sous peine de faire déborder comme un récipient trop plein, quoi. Et, euh, et oui, il y a cette volonté de se figer quelque part et d'essayer de voir voilà, ce qu'il advient. Et ça va aussi avec l'oubli de soi, l'oubli de sa vie. Est-ce que vous avez travaillé pour ce roman justement en regardant les scènes autour de vous, les paysages autour de vous, les gens marcher, parler, sur des gestes simples, parce qu'il y a beaucoup d'épures dans ce roman-là. Qu'est-ce que ça vous a donné comme matière? Et ensuite, qu'est-ce que vous en avez retenu avec un tamis? Qu'est-ce que vous avez retenu de toutes les observations que vous avez pu faire? Euh, Déjà, j'ai eu la chance de beaucoup voyager depuis petite avec mon père. Donc, ça a été ce roman. Donc, c'est une île imaginaire et qui en fait est pleine de souvenirs de voyage éparses qui me sont revenus.
Et pour l'observation, certains personnages sont inspirés de personnes que je connais, mais plutôt sont inspirés de mimiques, de tics, d'habitudes, qu'effectivement j'ai emprunté à ces gens-là. Et, euh, et ça me touche d'observer ouais, les gens comme ça, ce qui fait leur essence, en tout cas face aux autres. Un geste, une façon de parler, une façon de regarder, une façon de marcher. Et c'est comme ça, je crois que ouais, je construis mes personnages. Alors justement, ce lieu, il est capital et en même temps, il ressemble aussi à beaucoup d'autres. Ce village Fermagine qui fait évidemment penser à de nombreuses villes siciliennes, de nombreux villages siciliens, mais aussi peut-être plus méditerranéens. Moi, j'ai pensé à la presqu'île de Gien, par exemple. Pourquoi vous situez ça dans quelque chose de fictif? Est-ce que c'est pour finalement vous absoudre de toutes les contraintes pour créer une réalité? C'est-à-dire que si vous situez votre intrigue à Paris, il va falloir aussi respecter beaucoup de choses pour éviter de tromper le lecteur. Est-ce que c'est cette absence-là de réalité qui vous obsède? Qui vous obsède, non, que vous aimez insérer dans ce roman-là? Bah, vous avez tout compris, ouais, c'est bien expliqué. Et c'est marrant que vous parliez de la presqu'île de Gien, parce que c'est un endroit qui compte beaucoup pour moi. Pour ce qui est de brouiller les pistes, oui, si j'avais dû mettre mon intrigue dans un village de Sicile et le nommer, et j'aurais dû être dans l'exactitude et plus coller au réel et mieux décrire les choses et peut-être même retourner dans ce village pour voir. Et là, ça me permet c'est une grande liberté de pouvoir voilà mettre un peu de Méditerranée de partout quoi, que ce soit de France, que ce soit de Grèce, que ce soit même des souvenirs d'Israël ou des souvenirs même plus lointains. et euh, et ça m'a permis de construire comme ça cette île qui était pour moi une sorte d'idéal opposé à la grande angoisse dans laquelle arrive ce personnage. Alors ce personnage-là, ce narrateur, il a donc une sorte de nom d'emprunt qui signifie petit morceau en italien. Euh, Qu'est-ce que ça signifie, ce geste d'effacement? Je le trouve extrêmement fort en réalité. Le fait d'effacer un nom, le fait d'effacer potentiellement même une identité. Euh, Est-ce que ça vous... alors vous avez parlé tout à l'heure de votre vie et que ça faisait partie de cette nouvelle aventure, de cette nouvelle vie. Est-ce que ça va se répéter? Est-ce que le fait de s'effacer, est-ce que c'est quelque chose qui peut se répéter dans les romans à venir, dans votre vie également de tous les jours? Est-ce que c'est une envie particulière de ne pas figer les choses et d'être dans le recommencement perpétuel d'une vie? Alors ça se passe souvent pour les espions, hein, évidemment. Mais pour vous, on a l'impression qu'il y a ce côté mystique derrière votre personnalité ou derrière votre écriture. Euh, Est-ce que ça se répète? Déjà, je suis pas sûre que ça marche très bien. En tout cas, c'est un désir que j'aurais de changer. Et je me dis, parfois, il y a des événements qui m'arrivent dans ma vie et je me dis, maintenant, j'ai changé ou ça va me changer. Et puis, je me rends compte que j'ai pas tellement changé et que je suis la même. Et c'est un peu un regret. Et puis, en même temps, bah, c'est comme ça. Pour ce qui est ouais, du perte de l'identité, perte du prénom, euh, on m'a beaucoup parlé du côté voilà voyage de ce livre, un livre qui fait du bien, un livre qui voilà amène du soleil, un livre. Mais il y a aussi ce mal-être de ce personnage, ça part quand même de là. Et c'est un livre que j'ai lu plus tard après l'écriture, mais qui m'a beaucoup parlé. C'est Un homme qui dort de Georges Perec. C'est un tout petit livre d'un homme qui décide. Alors lui, ça se passe pas sur une île italienne du tout, c'est dans sa chambre de bonne à Paris, mais qui décide comme ça de s'abstraire du monde et de ne plus rien faire. Et il a un bac, il a une bassine où il y a des chaussettes qui flottent dedans et il va devenir un petit peu comme ces chaussettes qui flottent dans la bassine et couper tout contact avec tout le monde et ne plus sortir de sa chambre et essayer comme ça de ne plus n'être plus rien. Et cette histoire m'a beaucoup parlé et je crois il y a de ça. Euh, il y a l'idée aussi, une question que je me pose régulièrement dans ma vie, c'est comment continuer avec soi-même aussi. Et il y a la question de la disparition, peut-être la question du suicide aussi derrière. Euh,
et quelle alternative en fait quand on a du mal à continuer avec soi-même. Et ce surnom, justement, pezzettino, petit morceau, ça évoque évidemment cette partie peut-être fragmentaire. Ça aurait pu s'appeler comme ça, d'ailleurs, peut-être aussi le roman, C'était comme j'imagine. ça, c'était le titre initial et c'est pas passé au, au niveau de l'éditeur, mais c'était le titre, ouais, au début. Et justement, cette question comment dire, d'avoir un petit morceau au sein même d'une île, au sein même d'un monde, ça dit aussi beaucoup de choses d'un auteur. C'est extrêmement modeste à mon sens. Moi, je l'ai senti comme une sorte de modestie, qu'on n'est finalement pas grand-chose dans ce monde et dans cet espace-là, et qu'on essaye tout simplement de se tailler une petite place à un moment donné ou à un autre. Mais justement, ce surnom qui revient constamment dans le texte, c'est quasiment musical, c'est quasiment sensoriel en fait. On a l'impression qu'un individu nous appelle aussi. Votre écriture, elle est très sensorielle. Est-ce qu'il y a un... Est-ce que vous pourrez peut-être nous dire quelque chose de votre atelier entre guillemets d'écriture? Est-ce que vous avez quelque chose, une sorte de rituel qui permettrait d'écrire comme Espérance Garçonna? Non, pas du tout. Moi, enfin, je déteste écrire sur un bureau déjà. Moi, j'écris beaucoup dans les trains, j'écris dans les cafés, beaucoup. Même s'il y a beaucoup de bruit autour, ça me dérange pas. Et généralement, j'écris toujours dans les mêmes endroits. Euh, je voulais revenir sur ce que vous disiez, oui, du petit morceau qui finalement n'est rien dans l'immensité du monde et puis tous les gens qui l'entourent. Je voulais parler aussi dans ce livre de cette sensation qu'on peut avoir quand on voyage et qu'on se sent tout d'un coup très loin de sa vie et qu'on prend une espèce de recul sur ses problèmes. Et il y a une espèce d'oubli de soi comme ça dans le voyage, en tout cas que moi je ressens beaucoup, même sans partir très loin. Et tout d'un coup, on n'est plus qu'un corps dans un paysage. Et voilà, j'avais envie de parler de ça. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a de la sensualité, parce que voilà, je parle du soleil sur la peau, de la fraîcheur du verre, et c'est tout ça qui me touche beaucoup en voyage, c'est ces détails-là qui sont différents de chez soi et que je remarque beaucoup quand je suis dans un endroit différent. Et l'écriture, c'est quand même le reflet de... C'est un peu comme dans le sport, je crois qu'on est dans le sport comme on est dans la vie, et peut-être dans l'écriture, on est dans l'écriture comme on est dans la vie aussi, et c'est une façon de... C'est peut-être par la sensualité que j'appréhende, en tout cas par les sens que j'appréhende le monde autour de moi. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce narrateur-là, il n'explore jamais finalement toute l'île. On a l'impression que seul le village compte, que c'est une sorte Ouais. de refuge, clairement, et qu'il n'y a pas besoin d'aller ailleurs. Il a tout à disposition, contrairement à un touriste qui pourrait écumer n'importe quelle île de toute sa largeur et sa longueur. Bref, qu'est-ce que vous vouliez évoquer dans ce côté extrêmement refuge et en même temps enfermant, totalement isolant finalement, comme si l'île était une sorte d'isolant. Mm. Bah, dans le fait de vouloir rester au même endroit dans le village va le contenir. Donc pezzettino qui veut dire petit morceau, comme rassembler tous ces petits morceaux et éviter à tout prix de s'éparpiller. Donc il y a le village qui devient comme une bulle, comme un endroit ouais, qui va vraiment le maintenir et le rafistoler en un seul morceau. En tout cas, c'est son espoir. Et puis, il va développer aussi un rôle de professeur, un rôle d'enseignant, avec une pédagogie plutôt libre. Vous allez peut-être nous raconter aussi cette envie, cette volonté d'insérer de la pédagogie beaucoup moins scolaire qu'on pourrait avoir aujourd'hui en France et ailleurs d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette pédagogie avec cet enfant, ce jeune garçon? Qui est plutôt isolé lui aussi, qui symbolise et qui cristallise même, je dirais, toutes les émotions des personnages. On a l'impression que c'est un catalyseur, ce petit Mm, garçon. mm. Donc il va rencontrer ce petit garçon qui est plutôt assez timide, qui est très solitaire, qui indique un petit peu aussi les inquiétudes par rapport à l'avenir du village, et qui ouais, centralise toutes les angoisses des adultes qui sont autour de lui. On ne sait pas qui sont ses parents, on ne sait pas d'où il vient. Et concernant la pédagogie,
Je me suis inspirée de certains professeurs qui, notamment au collège, qui pour moi avaient marqué quelque chose et qui m'avaient dit ces phrases-là que voilà, l'école était vraiment un moule, que c'était un cadre dans lequel il fallait un peu se mouler et puis jouer le jeu. Et qu'il y en avait certains qui avaient plus de mal que d'autres. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée, parce que c'est quelque chose qui a été très lourd dans ma scolarité. Je me souviens que, enfin, voilà, à l'école, par exemple, c'est assez frappant. Il y avait souvent des barreaux aux vitres. Et, et peut-être que ça interroge aussi ce sentiment enfin, perpétuel de décalage. Et en voulant, voilà, apprendre à quelqu'un différemment, c'est montrer que ce décalage peut avoir une place et peut aussi enfin, voilà, qu'on peut essayer de faire avec et apprendre différemment et partager différemment et qu'il y a quand même bah, là aussi une place pour ce décalage. Et puis il y a un autre personnage important, c'est Lucio, ce personnage très haut en couleur qui est la véritable mémoire finalement de Fermagina. Il y a toujours dans chaque île, dans chaque recoin, dans chaque village, une sorte de pilier. Alors parfois c'est un pilier du bar, là pour le coup un petit peu. Mais Lucio, j'aimerais savoir d'où il vient concrètement parce que c'est véritablement le personnage qui est carrément ancré dans le récit. On a l'impression qu'il fait partie des meubles, mais pas forcément des meubles, il fait partie des pages du livre, mais on a l'impression que c'est un véritable pilier pour vous et pour tous les autres personnages. Ouais, c'est un pilier, c'est quelqu'un, je trouve, qui par rapport aux autres personnages pèse lourd. Que ce soit dans sa carrure, que ce soit dans son importance, que ce soit dans son assurance. Et ça va devenir pour le personnage principal une espèce de, peut-être pas de mentor, mais en tout cas de guide, et qui lui voue quand même une grande admiration. Voilà, je me suis inspirée de quelqu'un que j'ai connu, mais après c'est devenu une espèce, bah, comme vous dites, de guide dans ce village. Et, et peut-être le personnage, ouais, qui est le plus, dont les contours, justement, sont les plus nets et qui recadre un petit peu tout le monde aussi et qui donne une certaine, bah, un certain ordre, une certaine sécurité parmi tous ces personnages qui sont quand même très mystérieux et dont on ne sait pas grand-chose et qui sont assez perdus et qui font parfois n'importe quoi. Il y a cet homme-là, voilà, qui a sa maison, et qui a sa façon de parler, qui est beaucoup plus directif que les autres. Et donc pareil, une figure, voilà, pareil, qui rassure. Alors justement, par rapport à ces personnages que je considère même comme parfois comme des ombres, comme des rêves ou des souvenirs légèrement effacés, on a l'impression que on imagine très bien nous aussi des personnages qu'on a connus il y a 10 ans ou 15 ans et qui s'effacent petit à petit. Est-ce que cette manière de faire, de ne pas détailler chaque visage, de ne pas détailler chaque personnage, est-ce que c'est votre manière de créer de la matière romanesque sans fixer totalement chaque visage, chaque contour? Est-ce que ça crée de la matière romanesque encore plus mystérieuse? Et est-ce que c'est dans cette veine-là que vous allez aussi vous diriger dans les romans à venir? C'est difficile à dire parce que c'est quelque chose dont je me suis pas rendu compte vraiment à l'écriture. En tout cas, c'était pas, voilà, c'était pas, j'ai pas réfléchi sur ces personnages, sur comment les décrire ou pas. Ou c'est pareil, c'est des histoires d'influence. Moi, j'ai été très influencée par les lectures de livres de Modiano, et mais parce que ça a résonné avec quelque chose en moi. Euh, je suis très sensible, voilà, à l'idée des gens qui passent et puis qui disparaissent dans nos vies et puis qui deviennent un petit peu comme des souvenirs et dont on se souvient pas trop des visages. Et, et ouais, j'ai construit mes personnages comme ça, avec cet accent un peu Modiano. Euh, et puis pareil, j'aime pas décrire trop précisément. Ça me fait un peu peur. Donc voilà. Très bien. Eh bien, c'est le moment de nous parler du premier roman, et c'est une question qui reviendra pour les trois auteurs de ce soir. Quel premier roman vous a forgé ou vous a particulièrement touché, Espérance Garçonna? Euh,
Bon, moi, ce qui m'a forgé, c'est les romans de Modiano, mais c'est pas spécialement ses premiers romans. Mais un premier roman qui a changé ma vie, c'est La Trappe-Cœur. Et parce que je l'ai lu à un moment de ma vie, c'était quand j'avais 13 ans. Et c'était un moment justement de grands changements. Où on se sent assez seul parce qu'on a parfois une nouvelle façon de penser qui émerge, parce qu'avant on est très dans les groupes et avec les copines, et puis tout d'un coup on se rend compte qu'on réfléchit peut-être un peu différemment, on prend conscience de sa sensibilité et on pose plus de mots dessus. Et c'est pas un livre sans doute qui m'a influencé dans la manière d'écrire, mais dans ma façon de voir le monde, dans ma sensibilité énormément. Et je l'ai lu enfin, des dizaines de fois et le personnage est devenu comme un ami, quoi. Il était toujours à côté de moi. Et même, je m'étais mis à parler un peu comme lui et à parler un petit peu comme dans le livre, et c'était une langue qui m'a vraiment imprégnée. Et voilà, ça c'est le premier roman qui a, ouais, qui a même changé ma vie, je pense. Alors sachez que j'avais fait un pari et c'était celui-ci. Ah Euh, ouais. Totalement. Alors c'est le moment de nous lire un extrait du roman Espérance, pas d'ici, que je remontre ici avec cette couverture-là. Voilà, Espérance, c'est à vous et nous passerons à Kevin Thiévon juste ensuite. À jouer à se perdre entre les rues des villes toujours plus lointaines, toujours plus étonnantes, toujours plus étrangères, ce fut finalement en ignorant tout du lieu où je me trouvais que germa, timide et imprévu, le sentiment du quelque part. Une île, c'est si commode, c'est si galvaudé, ça n'offre pas beaucoup d'avenir pour une histoire. Tous mes départs portaient leur propre couleur. En me les remémorant, je parvenais à distinguer le visage que j'avais alors, les affaires qui occupaient mes bagages, mes heures de départ et d'arrivée, et jusqu'aux livres qui m'avaient accompagné et que je laissais intacts sur mes tables de nuit. Le départ pour Fermagina avait les yeux fragiles et monstrueux des oisillons cherchant leur mère. Je n'espérais rien, je partais. La voix de mes insomnies me susurrait qu'une fois encore je ne faisais que me sauver, je ne savais pas faire grand-chose d'autre, je ne savais prendre soin de personne. J'ai longtemps occupé mes heures creuses à me souvenir. Des antichambres, des ministères remplis de canapés en sky, du soda à l'orange sifflé en guise d'apéritif devant la case d'un planteur de cacao à 1 heure de Douala, du goût des ananas en pain de sucre et des écrevisses qui sortaient de l'eau servies dans de grandes assiettes en étain dans une sorte de restaurant en gare à Maputo. Bientôt je ne fus que cela, un ramassis de souvenirs ressassés et rongés jusqu'à l'os. Je m'efforce encore de me remémorer les 2 seuls mots de Wolof que j'ai jamais retenus, Nangadef, Mangafi, comme le goût sur le palais que laissent les dernières bouchées du repas. Oui, j'ai porté un nom qui depuis, dans un mouvement trop brusque, s'est déchiré entre les 2 épaules. Les manches tombent par terre, il ne reste qu'une poupée de chiffon. Rien ne sert de partir à ma recherche. C'est moi qui certainement, selon une punition bien méritée, serai rattrapé dans ma course, et les joueurs de mon destin auront quitté la table. Je laisse mes fenêtres ouvertes sur une ligne noire et blanche. Là-bas d'où je suis partie, dans mon studio sur l'avenue, les nuits sont rouges de la lumière de la ville, les étoiles n'existent plus, et l'aube a honte de se lever dans cette rivale pour citadin. Le roulement des galets et l'odeur du café ont fauché le diable posé sur mon épaule. Trempé d'une sueur glacée, empêtré dans des draps collants, le monstre a beau tenter de me rappeler que j'aurais dû vivre et mourir là-bas, que cette petite chambre aux murs chaulés, au parfum de soleil sableux et de savonnette blanche, tout cela n'est que le refuge éphémère d'un déserteur du destin. Elle doit se résoudre à baisser les armes. J'aurais beau être attentif, j'aurais beau m'appliquer à essayer d'écouter ce qu'il a encore à me dire, je peine maintenant à entendre quoi que ce soit d'autre que le bruit mat et feutré d'un grand coquillage vide. Voilà. Merci Espérance. Et bien Merci à voilà, vous. donc merci et bonne chance donc pour le prix. Première parole, Espérance Merci. Garçonna, pas d'ici. Merci à vous. Eh bien, Kevin Thiévon, c'est à vous à présent. Alors, Kevin, vous avez un parcours particulier pour un romancier. Vous m'arrêtez si je me trompe, parce que parfois les informations peuvent être trompeuses. Vous avez été conseiller politique du ministère des Armées, chef adjoint en charge de l'OTAN et des relations outre-Atlantiques, et vous avez vécu à Bagdad, notamment, d'où la bouche dans le sable, sûrement. Est-ce que c'est correct pour l'instant?
C'est correct. C'est correct. Alors, j'aimerais que vous nous parliez déjà de ce parcours-là et ce qui vous pousse ensuite à écrire, à entrer en littérature, à écrire un premier roman. Est-ce que c'est la guerre, finalement, qui vous fait entrer dans ce monde littéraire? Ça n'est pas la guerre qui me fait entrer dans le monde littéraire. Je pense que en fait, j'ai commencé à avoir des vrais coups de foudre littéraires pendant mes études, donc assez tard finalement. Et ça m'a donné assez vite envie d'écrire d'abord pour moi des petits carnets, comme souvent c'est le cas chez les jeunes débutants écrivains. Et puis un jour j'ai écrit une nouvelle qui a été primée, donc ça m'a donné un peu confiance. Ce texte est venu bien plus tard. Évidemment que mon parcours professionnel l'a largement nourri, donc j'ai fait un premier voyage en Irak en tant que chercheur en 2021, et j'y suis retourné en 2023-2024 avec un mandat du ministère des Armées. Donc ça m'a permis de côtoyer, surtout sur le premier séjour, de côtoyer beaucoup en fait les Irakiens, sachant que j'avais déjà vécu dans la zone Moyen-Orient à de nombreuses reprises. Et donc c'est vrai que ces premiers voyages en Irak m'ont permis de ressentir quelque chose que j'avais du mal à décrire, qui était une espèce de fantasme au sens très neutre du terme, qui entourait l'Irak et qui entourait aussi Bagdad en particulier. Quelque chose que j'avais en arrière-pensée, en arrière-fond, parce qu'en fait, on a été très largement nourri de films américains, de films sur l'Irak, sur l'Afghanistan, sur la guerre, justement, pendant 15 ans, enfin, en tout cas ma génération. Et donc j'avais cette arrière-pensée-là que j'ai pu traduire ensuite dans un texte après ces séjours. Alors justement, vous auriez très bien pu aussi écrire des essais, écrire de manière historique, finalement, avec vos connaissances sur le terrain et de manière aussi universitaire et professionnelle. Qu'est-ce qui vous pousse à écrire du roman? Qu'est-ce qui vous pousse à écrire de la littérature et quelque chose qui n'est pas finalement, qui est ancré dans le réel, puisque la toile de fond, bien entendu, c'est notamment Saddam Hussein et l'Irak, mais vous décidez quand même de passer à une littérature et non pas à des choses extrêmement construites par des faits. Pour quelle raison? Parce que mon intérêt premier est d'abord dans les émotions que vivent les humains. Et donc c'est vrai que l'essai n'est pas le canal le plus approprié si, pour les décrire de manière assez froide, mais en tout cas pas pour les ressentir. Et moi, c'est ce qui m'a beaucoup touché en fait quand j'ai vraiment découvert la littérature en tant que lecteur, c'est comment ça résonnait en fait avec moi-même, avec mes pensées, avec mon cœur surtout, et comment nous pouvions en parler avec des amis, de la famille, enfin bref, un entourage. Et donc, pouvez-vous parler plus fort? Est-ce que vous Mais m'entendez bien? moi, je vous entends bien, Kevin, Parfait. mais bon. J'ai vu un message. Donc, vous me dites si jamais je parle pas assez. J'ai mes écouteurs, donc je m'entends pas parler. Euh, et donc, euh, et donc, en fait, oui, la littérature était le seul moyen pour moi de ressentir des choses fortes que je n'avais pas, enfin, auxquelles je ne pouvais pas avoir accès de manière, on va dire, académique ou technique. Voilà, c'était vraiment un goût pour ça et pour essayer de ressentir des émotions fortes. Et pour avoir ce tissu aussi d'informations, vous avez vécu en Irak, vous avez côtoyé aussi certaines personnes qui ont connu le régime de Saddam Hussein. Il y a encore, tout à l'heure on parlait de fantasmes occidental aussi sur l'Irak, mais il y a aussi cette admiration qui continue pour Saddam Hussein et pour son régime. Parfois, vous l'avez sûrement vu aussi. J'aimerais que vous nous parliez de ça, de votre, en 2020, je crois que vous m'avez dit 2023, vous étiez là-bas également. Comment se passe cet après-régime, finalement? Est-ce qu'il y a une différence notoire entre 1989 et 2023 par rapport au ressenti des Irakiens? Il s'est passé beaucoup de choses, en effet, entre-temps, il y a eu notamment le djihad islamique, donc le terrorisme et Daesh en particulier, que l'on connaît tous ici. Donc il s'est passé beaucoup de choses, mais il y a un espèce de relan permanent des années de Saddam Hussein, parce qu'il était quelqu'un d'assez charismatique, il a tenu le pays de manière extrêmement autoritaire pendant des années, donc il y a comme un syndrome de Stockholm qui a pu sans doute
enfin, se générer au fur et à mesure des années. Mais aujourd'hui, le régime bassiste est évidemment banni. Donc les sympathisants de Saddam Hussein se cachent. Et en fait, je pense que la nostalgie provient davantage de la dureté de l'homme et d'un régime fantasmé, enfin en tout cas d'une société fantasmée à l'époque, que de ces idées en elles-mêmes, qui sont des idées plutôt radicales, mais assez classiques comme régime politique. Voilà, c'est vrai que les partisans de Saddam Hussein aujourd'hui sont assez peu nombreux dans l'ensemble. Euh, je l'espère, en tout cas, c'est ce que j'avais cru comprendre et ce que j'ai ressenti. Alors, ce n'est pas qu'un roman historique, c'est aussi un roman d'êtres humains, et notamment, nous sommes donc à l'été 2006, deux adolescents se percutent au Luna Park d'Antibes. L'enfant du désert, c'est Marwan. De l'autre côté, alors, il est le petit-fils d'Ali Hassan al-Majid, qui est donc, qu'on surnommait Ali le chimique, dont on parlera juste après, qui est un seigneur d'Irak, qui était cousin de Saddam Hussein et tristement célèbre aussi pour les crimes qu'il a commis, bien entendu. Et de l'autre côté, on a ce personnage de paix, entre guillemets. On a l'impression qu'il y a deux mondes qui s'affrontent, un monde de paix d'un côté, un monde de guerre de l'autre, en tout cas gangréné par la guerre, par son passé historique. Qu'est-ce que vous vouliez aussi démontrer, pas forcément démontrer, mais qu'est-ce que vous vouliez faire ressentir en 2006? C'est aussi une date importante, elle n'est pas choisie au hasard non plus. Euh, Entre cette confrontation entre deux mondes qui fait que cette rencontre est en plus totalement due au hasard. En fait, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était justement la rencontre de deux mondes qui n'ont rien à voir. Et avec le point de vue français, en tout cas d'un pays en paix comme le nôtre, et qui n'a pas une histoire anodine au Moyen-Orient, pas du tout. Et en particulier avec l'Irak et avec ce fameux discours de Villepin en 2003. Et donc, c'est vrai que la rencontre de ces deux mondes-là m'intéressait parce que, euh, en fait, cette fascination, encore une fois, qui pouvait se faire jour pour un pays en guerre, moi je l'ai ressenti moi-même en fait. Et des amis l'ont ressenti. Il y a quelque chose qui attire. Pourquoi on consomme autant de films de guerre, de romans policiers, ce qui n'est pas mon cas spécialement, mais je veux dire dans nos sociétés qui sont en paix, c'est assez troublant. Donc c'est vrai que c'est une interrogation que j'avais longtemps en fait en moi et j'ai voulu l'explorer avec justement cette rencontre euh, d'abord fortuite en effet, mais en fait pas tant que ça entre ces deux personnages, entre ces deux personnages-là. Qu'est-ce que Qui, vous aviez... pardon. Oui, pardon. Pardon, allez-y, Kevin, pardon. Non, mais donc Zelda et Marwan en effet, tout oppose. Ils ont à peu près le même âge, mais c'est des rencontres qui ont pu avoir lieu parce on y viendra sans doute, mais il y a eu un exil des familles liées au régime de Saddam, notamment en France, et donc voilà, c'est des rencontres qui ont pu avoir lieu. Les imaginer m'a excité aussi. Qu'est-ce que vous aviez d'abord imaginé entre ces deux êtres? Est-ce que tout est parti de là, finalement? Est-ce que c'est parti de leur histoire? Ou au contraire, c'est plutôt l'histoire d'exil qui a primé? Est-ce que s'est imbriqué au fil de l'écriture du roman ou il y avait quand même ce point de départ-là entre cette rencontre entre Marwan et Zelda? Je pense que le point de départ, c'est la rencontre entre l'Irak et Bagdad avec la France. Donc, bien sûr, entre Marwan et Zelda. C'est d'abord ça, avant de parler de l'Irak seul ou la France seule, ou la guerre ou le génocide ou que sais-je. C'est vraiment la rencontre de ces deux mondes-là. Moi, en fait, c'est des choses que j'ai ressenties aussi quand je suis allé une première fois en Irak. On m'a dit, mais t'es fou, c'est un pays super dangereux. En fait, ça provoquait tout de suite des réactions assez étonnantes et en fait logiques aussi, quelque part, euh, de, chez mes proches. Et ça, c'était très intéressant. Et pareil, quand on parle de Bagdad, là où j'ai vécu à deux reprises, quasiment un an et demi au total, Bagdad, c'est devenu une ville, même le mot en lui-même, il est assez dur. Et quand on dit ici c'est Bagdad, en français, on veut dire ici c'est le chaos, quoi. Ça a même pénétré la langue. Donc c'est vraiment cette rencontre entre nous, entre la France et l'Irak, enfin entre notre pays et le pays irakien, qui m'a beaucoup, enfin qui a motivé le roman. Et puis le roman, il met en scène cet héritage irakien de Marwan. Comment vous avez travaillé justement la tension entre la fidélité historique et de l'autre côté la liberté romanesque?
C'était pas évident et surtout que alors le roman, je l'espère assez, j'espère qu'il va vers la lumière, mais il est évidemment construit sur des bases relativement sombres. Donc j'avais l'intention évidemment d'être le plus fidèle possible à la réalité. Il y en a une partie que j'ai côtoyée, mais il y en a une énorme partie évidemment. Le génocide, je ne l'ai pas vécu. Saddam Hussein, je ne l'ai pas rencontré. Ali Hassan al-Majid non plus. Donc j'ai souhaité tenir ces éléments historiques le plus à distance possible, en, en les ancrant bien sûr bien profondément dans le texte, mais en ne faisant pas jouer les émotions de ces personnages-là, ou le moins possible. Et j'ai construit autour des personnages fictionnalisés, qui eux, évidemment, avaient tous les droits pour exister et s'épanouir en tant que personnages de roman. Mais il y avait des bornes, en fait, desquelles je ne voulais pas du tout déroger pour rester fidèle le plus possible. Et aussi par pudeur, parce qu'il y a des choses que je n'ai pas vécues, donc je voulais pas développer trop ces fameuses bornes. Donc il fallait qu'elles restent bien en place. La lumière, elle vient presque du cadre, en réalité, de Juan Lépin notamment. La lumière estivale, elle vient de là. Finalement, pourquoi vous avez choisi ce décor pour une histoire qui est véritablement traversée par la mémoire politique aussi? Est-ce que le choix de ces décors, de ces paysages, de ces atmosphères, est-ce que ça compte aussi dans la petite lumière qu'on pourrait y voir? Énormément, ouais, ça compte bien sûr. La Côte d'Azur, j'y ai passé beaucoup d'années aussi. Donc, c'est un endroit évidemment bien plus lumineux que le fantasme ou l'imaginaire qu'on se fait de Bagdad, qui est un imaginaire bien sûr très largement faussé. Euh, donc bien sûr ça y contribue largement, mais c'est surtout qu'en fait historiquement et aujourd'hui encore, il y a certaines villes de la Côte d'Azur qui ont abrité des dignitaires de régimes peu fréquentables. Saddam Hussein avait lui-même une villa à Cannes par exemple, le régime russe en a au Cap d'Antibes, donc tout ça, ce sont des paramètres sur lesquels, enfin, que je prends comme des données brutes et qui orientent euh, en fait, l'ossature du roman. Et à partir de là, je bâtis donc en fait, la Côte d'Azur est nécessaire pour évidemment être dans le réel, et elle est aussi nécessaire pour cette fameuse lumière euh, qui, euh, qui émerge dès qu'on y est, donc dès qu'on arrive sur la Côte d'Azur dans le roman. Et puis le point de vue de Marwan, il est celui d'un adolescent qui idolâtre son grand-père au début, qui ensuite va être beaucoup plus ambivalent. Comment vous avez construit cette psychologie de ce personnage-là? Parce il est extrêmement ancré dans le récit, il est extrêmement caractérisé, on a l'impression de le connaître, ce personnage-là. C'est à mon sens celui qui émerge beaucoup parce qu'il est pas du tout manichéen, là aussi. Euh, Comment vous avez fait pour qu'il ne soit finalement ni un symbole, ni une simple victime de l'histoire? J'ai essayé encore une fois avec un petit peu de distance, bien sûr, de faire entrer en Marwan des personnes que j'ai côtoyées en Irak. Donc il y a du vrai dans Marwan, il y a des choses que j'ai essayé, il y a des choses qu'il a ressenties, qu'il a vues, que j'ai essayé de tirer en fait de choses que j'ai moi-même entendues ou de personnages que j'ai côtoyés. Donc ça l'a rendu, j'espère, un petit peu, enfin le plus réel possible. Et après évidemment, il fallait que je me, vu que lui est le petit-fils d'un personnage historique qui a existé, il fallait quand même que Marwan soit évidemment très ancré dans le réel, mais distinct de celui-là, parce que Marwan, il fallait que je le fasse exister, il est au centre de ce texte. Donc je me suis permis de m'éloigner aussi de la ligne chimique le plus possible, mais c'était une chose qui était relativement facile à faire en travaillant la fascination que Marwan avait pour son grand-père. Est-ce que d'ailleurs le véritable petit-fils d'Ali Chimique a existé? Est-ce que vous en avez entendu parler? Est-ce que vous vous êtes renseigné aussi sur ce personnage-là qui était le triste descendant finalement? Il avait rien demandé à personne. Je me suis renseigné et je ne l'ai pas trouvé. Donc ça m'a Ah, permis de le développer. Si je l'avais trouvé, j'aurais fait autre chose, je pense. d'accord. Il y a Aurélie qui demande si vos anciens postes ont conditionné l'écriture, notamment sur des choses qui pouvaient être dévoilées ou non. Est-ce que, il y a des choses qui se sont avérées, entre guillemets, positives pour le roman que vous auriez pu dévoiler ou pas?
Alors, positif, c'est-à-dire qu'il y a des éléments dans le cadre de mon travail, c'est ça, qui ont Ouais. permis. Non, non, pas spécialement, non. J'ai essayé, enfin, si ce n'est que ça a créé évidemment des conditions de ma position en Irak, mais j'ai pas, disons que j'ai pas d'éléments de mon travail que j'ai mis dans le texte, si ce n'est une connaissance relative de la zone sur laquelle je travaille, mais non. Euh, c'est difficile enfin, voilà, j'aurais pas le droit, c'est difficile de trahir aussi. Puis encore une fois, le roman est très éloigné de mon travail en soi, donc c'était facile de faire, de séparer euh, les deux vies, quoi. Ok. Alors j'aimerais bien que vous nous parliez d'Ali le chimique, pour le coup, parce que là c'est un personnage en effet qui est capital dans le récit, parce que c'est aussi le grand-père de Marwan, évidemment. Qui était-il pour ceux qui n'ont pas encore lu le roman? Comment vous pourriez le décrire, ce seigneur irakien? Alors, Ali Chimi, donc, est un personnage qui a existé. Il était en effet le cousin de Saddam Hussein et il a été son bras droit à plusieurs reprises pendant les années Saddam. Mais il est devenu surtout célèbre pour le génocide qu'il a commandité des Kurdes en 88, donc au Kurdistan irakien. Et c'est avec ça qu'il a obtenu ce fameux surnom horrible qu'on a, Ali Chimik, et on devine pourquoi. Voilà. Et après, en fait, ce génocide, c'est là qu'il est monté enfin, qu'il a gagné en grâce auprès de Saddam Hussein. Il est devenu ministre de la Défense. Enfin, voilà, il a eu une vie importante dans le cadre du régime bassiste. Et dans le roman, il est évidemment très important parce que ce qui m'intéressait, moi, c'est d'étudier non pas le bourreau, mais le descendant du bourreau. Comment vit-il, comment ressent-il les choses? Est-ce qu'il arrive à se projeter dans une vie alors qu'il est écrasé par quelqu'un qui pèse lourd, comme le disait Espérance tout à l'heure? Ali Chimik pèse énormément. Il est très vertical, très charismatique. Et donc, comment arriver à s'extraire de ça? Comment s'extraire aussi d'une filiation? On est fasciné, on est amoureux, dans des termes évidemment filiaux, de son grand-père. En tout cas, c'est le cas de, de, de Marwan qui a un amour inconditionnel pour lui. Comment, une fois qu'il réalise quel est ce personnage, comment il s'extrait de tout ça? Est-ce qu'il cesse de l'aimer ou pas? Question vertigineuse à laquelle, évidemment, ce texte tente non pas de répondre, mais en tout cas explore les chemins sinueux de cette réponse, parce que c'est pas évident, en fait. C'est pas noir-blanc non plus. Quand on a quelqu'un que l'on aime et qui fait des choses même les plus horribles, comment on réagit à ça? Voilà. Est-ce que vous avez hésité à la structure narrative du roman, notamment à savoir si c'était quelque chose d'omniscient? Est-ce qu'au contraire, on était davantage ciblé sur Marwan et Zelda? Est-ce que vous vous êtes posé la question d'interagir avec des personnages adolescents ou pas? Pour un premier roman, c'est aussi pas si évident, j'imagine, de réfléchir à qui va porter la voix de son roman. Est-ce que ça aurait pu être des adultes ou pas? Est-ce qu'au contraire, vous vouliez absolument parler d'adolescence, un petit peu comme Salinger finalement, pour Espérance? L'adolescence a cette facilité, en fait, c'est sûr que l'adolescence permet de faire vivre des émotions brutes beaucoup plus facilement. Elles sont moins travaillées, en fait, quand on a 15 ans que quand on en a 30. On calcule peut-être davantage ce qu'on dit, ce qu'on fait. Et donc ça permettait d'être peut-être plus brut, plus direct, dans les émotions ressenties des personnages. Et puis, c'est un âge de passion, en fait. C'est un âge plus, encore une fois, que quand on a pris un peu d'âge. Donc, c'est un âge de passion brute. Donc, c'est sûr que c'est plus facile, d'une part, et que je trouve ça très beau, d'autre part, de faire vivre ces émotions brutes, passionnelles entre, du coup, des adolescents. Donc, c'est vraiment ça, en fait, le choix, le choix de ces personnages. On s'approche évidemment davantage de quelqu'un qui nous fait peur quand on a 15 ans que quand on a. Pas qui nous fait peur, dont on est intrigué que quand on a 30, 40, 50 ans et qu'on est établi dans une vie. Voilà, il y a quelque chose de plus direct dans l'adolescence. Et de l'autre côté, Zelda, pour vous, qu'est-ce qu'elle incarne? Est-ce qu'elle incarne une possibilité d'émancipation ou au contraire une sorte de miroir pour Marwan? Eh ben, un peu des deux, en fait. Elle incarne évidemment cette émancipation à laquelle pourrait aspirer Marwan une fois qu'il est en France et qu'il essaye de s'extraire de cette identité qui le dévore.
Et en même temps, Zelda ramène Marwan à son identité initiale, puisque Zelda est attirée par tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire attirée malgré elle en fait par ce pays qui fait peur, qu'est Bagdad, par ce pays plein de clichés, et donc elle le ramène malgré lui vers cette identité première. Mais Zelda, elle représente, elle est un personnage plein de fougue, c'est du feu, quoi. Moi, j'ai beaucoup aimé la travailler. Je voulais qu'elle soit agaçante, mais je la voulais aussi vivante, très vivante, en fait. Parce que ça permettait de faire plein de choses avec. Et puis, je trouve que c'est des émotions qui sont très intéressantes à explorer, hein. Mais ça vient, évidemment, ça vient pas faciliter la vie de Marwan, qui parfois aimerait quelque chose de plus simple ou de moins. Il part d'un milieu qui est très présent pour arriver dans un autre milieu où son seul pilier, celle qui devient son pilier, est également très présente, si ce n'est pas, pour ne pas dire pesante en fait. Donc c'est pas facile pour lui. C'est un pays qui est finalement très peu représenté de manière romanesque. Est-ce que vous vous êtes intéressé aux livres, aux romans qui traitaient de l'Irak pour justement voir comment on traitait ce pays-là, que ce soit à travers l'époque Saddam Hussein ou ensuite, mais j'ai l'impression qu'on voit très peu ce pays en matière romanesque, beaucoup de manière historique, mais très peu de manière romanesque. Quelles ont été vos sources aussi pour traiter le sujet? Est-ce que vous vous êtes pas justement inspiré, mais au contraire aller contre ce que vous auriez pu lire. J'ai peu lu sur l'Irak, j'ai peu lu d'écriture romanesque en effet. Bah, évidemment en France on a Feurat Talani aujourd'hui qui écrit sur l'Irak, mais c'est très contemporain. Je n'ai pas, non, je me suis pas inspiré de romans écrits sur l'Irak, puisqu'en effet il n'y en a pas beaucoup, et quand j'ai commencé l'écriture de ce texte, je voulais pas non plus me faire euh, influencer de quelque manière que ce soit par un roman que je lirais sur ce pays-là. Après, la matière, en effet, elle est assez, je trouve romanesque. Mais pourquoi la production sur ce pays est assez peu foisonnante, je l'ignore. Alors qu'en effet, l'Irak a quand même pris la place en France en particulier, en Europe, mais en France en particulier depuis 2003. Donc, voilà, mais non, j'ai pas de source de roman irakien sur lequel je me serais inspiré ou à l'inverse que j'aurais voulu, euh, desquels j'aurais voulu me les. Mes sources étaient radicalement différentes. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez écrit quand vous étiez en Irak? Est-ce que vous vous êtes un petit peu aussi comme Espérance? Est-ce que vous avez écrit en regardant, en ayant ce regard extrêmement ouvert? Et est-ce que la littérature a aussi germé à ce moment-là pour pouvoir commencer ce premier roman? Ou est-ce que vous l'avez écrit beaucoup plus tard, après être revenu en France? Je l'ai commencé après le premier séjour. Sur place, en fait, j'ai fait un premier séjour de 4 mois et là, j'ai écrit des choses, mais j'ai pas écrit du tout sur ce texte. Donc, c'est venu plus tard. Par contre, j'y suis retourné une année entière et là, j'avais commencé le roman. Donc, je l'ai terminé là-bas. Très bien. Alors, comme Espérance, la même question. Quel premier roman vous a forgé ou vous a particulièrement touché, Kevin? Qui avez-vous choisi ce soir? Je lis assez peu finalement de premier roman et beaucoup plus de second, troisième et autres romans. Mais pour en prendre un contemporain, j'ai choisi Sarah contre Sarah, que j'ai ici de Pauline Delabroix-Allard. Alors, voilà, qui m'a. Alors, je crois qu'il est paru il y a 5, 6 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, il m'a beaucoup touché, parmi d'autres, bien sûr, mais celui-là m'a beaucoup touché puisque c'était un premier roman et je l'avais trouvé littérairement très ambitieux et très proche de, à l'époque, ce que j'aurais voulu faire aussi, c'est-à-dire une écriture très brute, presque viscérale, très rythmée et que j'ai trouvé magnifique. Parfois peut-être un peu lourde parce qu'en fait la recette on la voit venir à force de tourner les pages, mais j'ai trouvé ça très fort et ça raconte l'histoire euh, d'une passion, euh, d'une passion qui dévore. Donc forcément que c'est des choses que j'aime beaucoup lire, que j'ai beaucoup lu et que je lis encore. C'est ce genre de littérature très dévorante. Voilà pour
le premier roman que j'ai lu. Je lis assez peu de premiers romans, je me suis pas inspiré de ce texte pour écrire moi-même. Bon, très bien. Cette fois, je n'avais pas parié sur ça. Euh, Kevin, c'est le moment de nous lire donc l'extrait que vous avez choisi pour La bouche dans le sable. Et j'aimerais bien d'ailleurs, juste avant, qu'on parle de ce titre-là, La bouche dans le sable. C'est un titre quand même qui évoque à la fois l'étouffement et en même temps le secret. Il est très parlant, je trouve, ce titre-là, comme les trois qu'on a ce soir d'ailleurs. Mais celui-ci, qu'est-ce que vous vouliez insérer là-dedans? Il est aussi dans le roman, il est inséré au cœur du roman. Je ne peux pas forcément trop en dire, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce titre-là? Au départ, c'était un hommage, c'était écrit à se rester la bouche dans le sable. Le titre était un peu long, certains l'aimaient, d'autres moins, donc on a coupé avec les éditeurs. Un hommage parce que le titre, en effet, il est assez étouffant. Enfin, il donne cette impression-là, et il y a le mot sable, il y a le mot bouche, c'est quelque chose de charnel, presque de joli. Enfin, le sable, c'est pas quelque chose nécessairement de péjoratif, ce mot-là. Au contraire, il est plutôt jaune, plutôt lumineux aussi. Mais par contre, ce que recouvre cet hommage est terrible. La bouche dans le sable, c'est quand on se retrouve gazé en 88 et qu'on tombe dans le sable. Donc voilà l'hommage, enfin l'intention derrière ce titre. Eh bien, c'est le moment de nous lire donc l'extrait que vous avez choisi, Kevin. Alors c'est la première fois que je lis cet extrait et je l'ai choisi justement parce qu'on me l'a jamais demandé, alors qu'il est, je trouve, à la fois peut-être c'est l'extrait le plus dur du texte, mais je trouve important de le lire. Euh, Le jeune homme s'extirpa de son accordéon qu'il déposa sur son lit et se leva. Il n'entendait plus sa sœur fredonner sur son air, n'entendait plus sa mère qui lui lançait par la fenêtre des compliments rieurs. Que ta musique est belle, mon fils. Il écarta le rideau chamarré qui lui servait de porte. Il y avait du bruit dehors, là où sa mère étendait le linge. Elle était près du grenadier qui n'avait pas encore fleuri. Des soldats iraniens venaient de lui dire de retourner à l'intérieur. C'est un ordre. Ces soldats patrouillaient en marchant vite. Ils paraissaient inquiets. Rentrez chez vous, le ton était sec, violent même, quand une objection s'élevait. En un rien de temps, une dizaine d'avions survolèrent la ville. Quelques explosions retentirent. Des flammes apparurent. Des avions différents arrivèrent et lâchèrent Hypérite, Sarin, Taboun. C'était le 16 mars 88, tout à l'est de l'Irak, près de la frontière iranienne, à Halabja. Une odeur de pommes trop mûres, d'ail peut-être, pénétra aussitôt dans la maison. À travers la fenêtre, le jeune homme aperçut difficilement quelques fumerolles verdâtres ou jaunes. Mais c'était très fin, transparent, presque, et caché par des flammes. En un rien de temps, des toux, des cris, des carcasses qui tombèrent net et parurent se tordre. Ceux restés dans les maisons ne pouvaient plus sortir. Et voilà que l'odeur de pommes se fit déjà plus forte à l'intérieur. C'était le but, c'était son rôle au gaz, de s'immiscer. Le jeune homme attrapa sa sœur et sa mère qui toussaient en pleurant. Il les arracha à leur tétanie et les emmena dans le sous-sol de la maison, sorte d'hypogée dont on disait autrefois, pour rire, qu'il faudrait bien s'y rendre un jour pour échapper aux hommes en manque de guerre. Ils trempèrent des couvertures dans des bassines d'eau, s'enturbanèrent la tête avec. Respirer devenait un réflexe infernal. Ils s'allongèrent, les yeux piquaient, chacun prit un coin de la pièce et y coinça sa tête, comme pour limiter encore plus la prise d'air, comme pour y croire encore. Mais le gaz était plus lourd que l'air et se renfonçait dans les sous-sols et dans le fond des caves. Les visages brûlaient, plus personne ne parlait. Il n'y aurait pas de mots tendres, pas d'au revoir, et quelques minutes suffiraient. Agar, le jeune homme toussa, se redressa, tituba, bouscula sa mère, bouscula Adila, les désenturbana, trébucha. Elles avaient bleui comme des petites pervenches au printemps. Merci, Kevin. Eh bien, bonne chance aussi pour le prix. Première parole, je le remontre, il est là aux éditions Le bruit du monde, la bouche dans le sable. Et on va donc passer au troisième roman de Maya Thirier, Sans Éden, aux éditions Emmanuel Colas. Maya, est-ce que tu m'entends? Est-ce que vous Oui, m'entendez? j'entends bien. C'est bon? Allez, Vous parfait. m'entendez aussi? C'est bon? Oui, c'est très bien. Alors Maya, vous avez longtemps travaillé au CNL, au Centre national du livre, vous avez écrit pour le cinéma, vous avez réalisé plusieurs courts et moyens métrages, et puis récemment, vous avez décidé de changer de voie. On en reparlera juste après, et de reprendre des études de psychologie. Et ça, c'est intéressant parce que clairement, le texte pourrait s'y prêter là aussi.
J'aimerais d'abord savoir quel est l'apport du cinéma dans votre manière d'écrire. Dès la couverture, évidemment, on le voit clairement, c'est mystérieux, c'est extrêmement cinématographique. Il y a plusieurs strates aussi de paysages et de couches sur ce livre-là. J'aimerais savoir l'apport finalement donc du cinéma, de finalement peut-être de tout votre passé professionnel aussi en matière de psychologie maintenant et de cinéma. Qu'est-ce que ça apporte à une romancière? Mais je pense que c'est colossal en fait. C'est un terreau qui est colossal et surtout qui m'échappe complètement. Je pense que je suis cinéphile depuis si longtemps, et si je suis si cinéphile et depuis si longtemps que en fait ça me constitue profondément et que l'apport il est inconscient. Je fais même pas attention en fait. C'est un apport constant mais inconscient. J'y pense pas vraiment en écrivant. Par contre, je crois que j'écris beaucoup de scènes qui sont des scènes justement. Je pense à des scènes plus qu'à des chapitres. Je passe beaucoup par les dialogues, naturellement aussi. Et, euh, et voilà. Mais je pense que c'est colossal. C'est voilà, c'est un apport. C'est ma matière première. Très bien. Alors justement, j'aimerais savoir dans quel état d'esprit il est venu ce roman, parce qu'en effet, psychologiquement, il est important, il est dans la tension constante, la tension nerveuse. Dans quel état d'esprit vous étiez au moment de l'écriture? Pourquoi à ce moment-là? On sait que le Covid est à l'intérieur aussi du récit et que ça a peut-être joué aussi sur la romancière que vous êtes. J'aimerais connaître finalement le décorum de l'écriture de ce roman. En quelles conditions vous Bah, étiez? le décorum, c'était un moment où je me disais bah, que j'avais un peu raté ma vie, quoi, enfin, globalement. Donc, c'était ce décorum-là. En fait, j'avais démissionné du CNL pour faire du cinéma. Le Covid est arrivé. Mon projet de long métrage, qui était censé plutôt bien partir, est tombé à l'eau. C'était en plus un long métrage qui parlait de la fin de vie, donc personne n'avait vraiment envie d'entendre parler de ça à ce moment-là. Donc, je me suis dit, bon, à mon âge, maintenant, le cinéma, ces derniers mois, a priori, ça va être fichu. J'avais plus de travail, donc voilà, gros moment de crise, ma maison s'est coulée, enfin bon voilà, c'était un gros moment de crise et en fait, oui, on parle de cinéma, mais je pense que dans le fond, mon modèle, c'était peut-être plutôt Jean-Patrick Manchette, les livres de Manchette. Ce genre de roman noir-là, c'est-à-dire où il flirte avec le genre, mais on n'est pas, comment dire, enfin, c'est pas qu'il flirte avec le genre, il est à fond dedans, lui, mais par contre, il comment dire, c'est stylisé à un point qui fait que ces histoires, qui pourraient être des histoires parfaitement anecdotiques, je trouve, deviennent universelles. C'est par sa stylisation, son amour pour ses personnages aussi, un grand amour pour ses personnages. Mais voilà, je pense que des livres comme Fatal, par exemple, ont été vraiment très importants. Et Manchette, il a écrit beaucoup pour le cinéma et il s'est beaucoup cassé les dents avec le cinéma. Je pense qu'en fait, il aurait beaucoup plus écrit de livres s'il n'avait pas perdu son temps à écrire plein de scénarios qui se feraient jamais. Et donc, c'est à la fois un modèle et en même temps quelqu'un qui m'aidait à pas me sentir trop seule dans ma loose, de ne pas avoir réussi à passer à des longs métrages, enfin, etc. Je me disais, bah, même Jean-Patrick Monchette, il s'est cassé les dents, il n'a pas réussi. Finalement, il a fait une dizaine de livres que moi j'adore, que j'ai lu plein de fois. Et voilà, lui aussi a fait du cinéma, est extrêmement cinéphile. Et je pense que ça doit faire partie des choses qui m'ont aidé à, à avoir confiance aussi dans mon amour pour les livres de genre, pour mon envie d'écrire quelque chose qui soit dans cette forme-là du livre de genre, même si on sait pas quel genre c'est au début du livre. On le sait qu'à la fin. Alors justement, voilà, c'est là où je voulais en venir, c'est que en effet, le lecteur passe par plusieurs émotions, réfléchit à 52 scénarios à peu près entre 4 pages. Donc, la volonté, c'était aussi de brouiller les pistes en matière de genre, en matière de tension nerveuse du lecteur. Ça fait partie aussi peut-être du cinéma, où justement, il y a aussi une Alors pour moi, absence. pardon. Oui, oui, allez-y, Maya, allez-y. Non, pour moi, pour le coup, ça fait pas partie du cinéma. Pour moi, ça fait partie de la vie. Je pense sincèrement que il y a des moments dans la vie où on ne sait pas dans quel film on est. On sait pas dans quel film on est. On ne sait pas si on est au début d'une
je sais pas moi, d'une idylle amoureuse ou d'une tragédie grecque. On ne sait pas par moment à quel genre on appartient. Et ça, je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles je crois que le roman, la fiction romanesque, est indispensable pour faire comprendre ce qu'est la vie. C'est que de temps en temps, on est dans un moment comme ça où on ne sait pas si on vit le début d'un renouveau ou d'une grande catastrophe. On ne sait pas si on est dans une comédie ou dans un fait divers sordide. Et mon rapport au genre, il est là aussi. Enfin, il est d'abord là, en fait. C'est simplement d'avoir essayé je voulais suivre le trajet psychique de quelqu'un qui est dans une crise profonde et qui ne sait pas dans quel film il est. Voilà. La vie est donc un film. Plusieurs, en fait. C'est pas un film, ça voudrait dire que c'est trop cohérent. Mais non, la vie est bien plus incohérente que ça. Donc Alors, c'est pas un. Ouais. oui, j'aimerais qu'on parle de ce duo père-fils, justement, avec ce père extrêmement fragile. Pourquoi avoir choisi au-delà du huis clos, dont on va parler juste après, parce qu'il y a le Covid aussi, et que cette femme-là a décidé des vacances de son mari et de son enfant. Ils sont un petit peu finalement prisonniers de ce qui s'est passé. Mais cette dualité père-fils, ce duo qui est extrêmement haut en couleur aussi, avec différentes caractéristiques. On va pas évidemment tout dévoiler parce qu'il y a beaucoup de tensions, mais cette relation-là entre un père et un fils, d'où vient-elle? Qu'est-ce que ça permet aussi d'insérer dans une relation entre un parent et un enfant? Bah, oui, moi ça me plaisait enfin ça me plaisait, ça m'importait de parler d'une relation parent-enfant qui soit pas, comment dire, qui se fasse pas sur des bases très sécures, où l'enfant a beau être extrêmement jeune, il est presque tout de suite parentalisé. C'est plutôt lui, même à 6 7 ans, qui doit prendre soin de son père plutôt que l'inverse. Et je voulais, oui, comment dire, euh, mettre en scène ou enfin faire ressentir l'amour fou qu'un petit enfant a pour son parent, quel qu'il soit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans la petite enfance, on est fou amoureux de ses parents, on a un amour fou pour eux. Et ça, je voulais vraiment le faire ressentir, et quelles que soient les fragilités de ce père, pour moi, ça reste une folle histoire d'amour. Alors le père parce qu'il a ses fragilités, et le fils parce qu'étant un enfant petit, il n'est pas raisonnable dans son amour pour son père non plus. Enfin, c'est ce que j'ai essayé de faire vivre en tout cas. Et l'amour, il est déraisonnable aussi Il est déraisonnable, oui. du père envers sa femme, Son son ex-femme. ex-femme, tout à fait. Oui, oui, ben oui, oui, Gabriel oui, tout à fait. Grosso modo, dans le livre, tous les personnages sont fous amoureux de la mauvaise personne, ou en tout cas, c'est un livre. Je pense que l'une des armatures souterraines du livre, derrière les questions de genre, etc., c'est que des amours fous. Euh, dysfonctionnels. Enfin, de toute façon, comme l'est n'importe quel amour fou, en fait. C'est, c'est pas sans danger. Voilà. Et finalement, quand on regarde un petit peu de près dans le livre, tous les personnages sont portés par cette, par ce sentiment déraisonnable. Ah, je vous entends plus. Pardon. Eden, de Ouais. l'autre côté, pendant cette période Covid, elle est infirmière, elle est attendue dans cette maison-là avec le père et le fils, elle ne vient pas, et on a l'impression que dans ce roman, c'est peut-être le roman où l'absence est la plus présente finalement, elle est plus présente encore que les personnages. Vous arrivez à faire vivre une absence, une ombre d'Eden comme si elle était véritablement là avec eux, sans qu'elle soit là. Comment vous avez travaillé justement cette matérialité de l'absence? Parce que là, clairement, il y a un vrai personnage. Ouais, tout à fait. En fait, je pense que ça dit quelque chose aussi de comment j'invente mes histoires. C'est que moi, je vis beaucoup avec mes personnages dans la tête tout le temps. Et puis, même quand je vois plus, par exemple, des amis, quand je vois plus des gens, etc., je pense énormément à eux. J'ai plein de conversations avec eux dans ma tête. Et donc, du coup, Gabriel, il a ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a beau, enfin, qui est incapable de se séparer déjà. Donc, il n'admet pas la séparation. Il fait en sorte de parler à son ex-femme tous les jours. Et puis, de toute façon, même quand elle répond pas et qu'elle parle pas, il lui parle dans sa tête.
Et donc, du coup, j'ai essayé insidieusement, enfin insidieusement, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas progressivement, de passer de dialogues excessifs mais réels à des dialogues de plus en plus flous quant à leur statut dans la réalité. Et en fait, il est justement cet amour fou qu'il a pour Eden fait que de toute façon, elle l'habite tout le temps dans son esprit. Et donc progressivement, on va passer de conversations téléphoniques à des conversations qui sont peut-être des souvenirs, à des conversations qui sont peut-être des soliloques. Voilà. Justement, ce trouble entre le réel et l'hallucination, il est constant. Comment on arrive à maintenir cette ambiguïté jusqu'au bout? Ce sont souvent des petits détails qui font aussi la Mm. différence. Et là, il faut doser beaucoup. J'ai l'impression que c'est aussi un long travail de précision pour éviter que les lecteurs ne sachent très vite ce qui va se passer. Ben oui, parce que encore une fois, pour avoir la sensation du désarroi psychique du personnage et euh, comment dire, le suspense est nécessaire pour qu'on comprenne quelque chose des fragilités psychiques du personnage. Sinon, ça devient juste illustratif. Ça devient juste un personnage, voilà, borderline. Bon, ok, mais pour que on comprenne ce qu'il traverse, on a besoin de ce suspense. On a besoin d'avancer dans le noir, comme lui. Donc ça, en fait, je l'ai construit très très lentement parce que de toute façon, je suis très lente et je relis énormément, je relis énormément mes textes. Donc en effet, c'est des ajustements qui sont hyper précis et qui se sont faits dans le temps à force de remettre le travail sur le métier, enfin de sans cesse m'y remettre en fait. Et en effet, c'est plein de petits détails qui sont venus avec le temps. Et puis l'autre personnage, on a parlé de l'absence, de cette absence d'Éden qui est dans le titre en même temps qui n'est pas présente. Et l'autre personnage qui est entre guillemets fictif ou en tout cas dématérialisé ou presque, c'est la maison. Cet espace clos, cet espace vivant. Comment vous avez pensé ce territoire, on peut l'appeler quasiment territoire, comme un personnage à part entière? Ben, ça, justement, c'est venu à un moment donné où, dans mon fameux moment de crise, il y avait notamment le fait que je m'étais endettée pour 20 ans pour une maison dont on m'expliquait qu'elle était en train de s'effondrer à cause des très gonflements argileux. Et l'assurance disait que c'était pas son problème. Donc, c'était vraiment voilà, c'est le moment où le foyer devient le contraire d'un foyer. Ça devient quelque chose qui menace de s'effondrer sur soi. Et donc, j'ai traversé ce moment avec posé devant moi le livre de Winnicott, La crainte de l'effondrement, et qui était très palpable, très concret. Et cette maison était devenue mon ennemi. Et du coup, j'avais vraiment besoin d'en faire cet endroit euh, euh, diabolique, quoi. Enfin, j'avais besoin oui, c'est ça, j'avais vraiment besoin de ça, d'en faire un endroit absolument diabolique et le contraire d'un refuge. Et ce huis clos, il est quand même aussi très contraignant. Tout à l'heure, on parlait de contraintes. C'est quelque chose qui impose une tension constante, mais comment on évite finalement la répétition dans un espace aussi limité? Bah, c'est un huis clos un peu en plein air aussi, parce qu'il y a quand même, il y a la maison, mais il y a le jardin, il y a le hameau. Je crois que je serais incapable de faire un huis clos strict. Je suis trop claustrophobe pour ça. Mais j'aime bien les huis clos. J'aime bien la forme du huis clos rural. Ouais, il y a un film que j'aime beaucoup. Je crois que oui, c'est L'Inconnu du lac de Guy Roddy. C'est un huis clos en plein air. C'est un huis clos sur la plage. Et je pense, oui, il y a cette maison, en effet, qui est oppressante, mais, mais le hameau n'est pas moins oppressant. Enfin, voilà. Je sais pas si je réponds à votre question. Si, ouais. Oui, Tout est oui. oppressant. Ouais, c'est à l'extérieur aussi, en fait. Et de l'autre côté, on a ce Tom, cet enfant qui est capable de lire. Donc là, j'ai pas forcément précisé. On était aux alentours d'une dizaine d'années, peut-être un petit peu moins. Euh, Ouais, bon. pourquoi justement, euh, comment dire, pourquoi insérer ce garçon-là à cet âge-là dans un univers aussi sombre? Est-ce que ça rajoute aussi de la tension, clairement, puisque le lecteur forcément a envie de protéger, a ce rôle de protecteur de l'enfant.
est-ce que ça rajoute encore plus de tension narrative, encore plus d'éléments qui font que on est clairement angoissé quand on lit Sans Éden? Ouais, mais ça, c'est une vraie grande question importante, parce que moi, je m'étais toujours interdit de faire, euh, j'ai- c'est de faire du suspense sur les enfants. Enfin, je me dis, bon, j'ai l'impression que quand même, on sent que Tom, ça va aller. Enfin, en tout cas, c'est moi c'est ce que je me suis inventé, parce que j'ai beaucoup de problèmes quand on me dit qu'il y a du suspense autour de Tom. Ça m'embête, parce que c'est pas ce que je voulais. Mais bon, voilà. Mais par contre, non, mais le lien entre l'enfance et la jeune enfance, pour moi, il a plus 7 ans, hein, Tom, que 10. Bah, c'est simplement parce que le, comment dire, la peur pour un petit enfant, c'est quand même une émotion qui est très importante. Si vous voulez, ce livre, je l'ai un petit peu écrit comme un conte pour adultes. Donc la forme du conte, pour moi, c'est quelque chose de très important. Et pour moi, l'intérêt du conte, c'est qu'on fait passer l'émotion qui est l'angoisse. Enfin, l'angoisse, un truc beaucoup trop diffus avec lequel on n'arrive pas à vivre. On le fait passer à quelque chose qui est plus pratique, qui est la peur de quelque chose. Et du coup, voilà, c'est beaucoup plus, on va dire, facile à endiguer la peur par rapport à l'angoisse. Et pour moi, la peur, c'est une émotion qui est fondamentale dans l'enfance. Je crois que la peur du noir, la peur de tout, la peur de ses parents aussi, la peur, voilà, euh, dans les contes traditionnels, les enfants sont très malmenés. Et c'est vrai que c'était, je pense, l'une de mes références les plus importantes dans ce livre, qui est quand même pour moi un livre surtout sur la souffrance psychique. Donc, euh, et voilà, et c'est vrai que ce rapport au conte et aux enfants, il est important. Dans le livre, il y a un conte que je raconte, le conte chinois du d'un mangeur de tigres. Et c'est vrai que pour moi, j'ai toujours considéré que les contes, c'était des manuels de survie pour les enfants. On ne va pas leur dire directement les atrocités du monde, sinon ils vont pas pouvoir grandir. Mais même, en même temps, il faut quand même les prévenir d'un certain nombre de trucs. Donc les contes sont là pour ça, pour dire de façon détournée un monde assez épouvantable. Dédramatisé. Ouais. Euh, Mm. J'aimerais que vous nous parliez de la prugne, cette campagne-là. Qu'est-ce que ça raconte aussi? Tout à l'heure, on est loin de la Sicile, hein, clairement, logiquement, mais bon, sait-on jamais. Qu'est-ce qui se cache derrière cette prugne? La prune, pour moi, c'est un mélange de plusieurs hameaux. Alors, c'est vrai que j'ai pas mal peut-être pensé au village dans lequel vit ma mère, dans le sud, mais ça pourrait être d'autres coins. Euh, c'est un hameau où, en fait, presque personne ne vient du coin. C'est pratiquement que des gens qui viennent d'ailleurs. Donc, en fait, c'est soit des néo-ruraux, soit des maisons secondaires, mais enfin, il y a assez peu de gens qui vivent sur place. Et je sais pas très bien quoi vous dire. Euh, Qu'est-ce Alors, qu'elle le nom, je l'ai représente? choisi pour le nom déjà. J'ai regardé sur une carte et je regardais un nom qui me plaise. Donc, j'ai trouvé la prugne, mais j'y suis pas allée. Et par contre, Oui, pardon, vous disiez quoi? Non, non, c'est bon, c'est bon. Non. Continuez, Maya, pardon. Non, non, mais je sais pas très bien quoi dire sur ce village, hein, parce que euh, à la fois ça s'appuie sur des choses réelles, sur une campagne pas très rigolote, pas très sympathique non plus, assez raciste, sur, enfin, c'est tout sauf un petit paradis, quoi. Et que dire d'autre? Quelle sensation on a en fait quand on est là-bas? Est-ce que vous vous êtes concrètement immergé par ces sensations, par ce brouillard, par finalement tout ce qu'on voit là, sur cette couverture-là en fait? On s'y croirait vraiment. Moi, j'aimerais savoir comment vous avez ressenti aussi les choses
quand vous l'avez écrit? Dans quel mood finalement vous étiez? Pas génial, hein, comme je voulais, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises. Voilà, mais euh, c'est quand même un livre pas très joyeux sur le rapport aux autres. On peut pas dire qu'on soit dans un environnement où les rencontres soient formidables et où en même temps on se trompe tout le temps. C'est-à-dire sur le rapport aux autres, c'est un livre où il y a une espèce comment dire, euh, on essaye de suivre les personnages quand on se rencontre, on se connaît pas, donc on passe notre temps à tâtonner pour essayer de comprendre qui sont les uns et les autres, et on passe surtout son temps à se tromper. Et donc là, c'est un livre là-dessus, sur des rapports qui sont pas très agréables, assez compliqués, et qui en plus sont initiés par un personnage qui a quand même des tendances, même si j'aime pas les diagnostics, qui a quand même des tendances maniaco-dépressives, c'est-à-dire un coup à être survolté en se disant que les gens ont l'air géniaux, et puis juste après à dire mais qu'est-ce que c'est que ce connard, donc c'est qui passe comme ça d'un état à l'autre voilà, et ça aussi ça va biaiser constamment son rapport aux autres, mais voilà, c'est un livre où le rapport aux autres est assez malaisant et désagréable. Et comment s'est organisée votre écriture? Est-ce qu'on était davantage dans le chaos ou plutôt dans la discipline? Est-ce qu'on était dans le même chaos que vivent finalement ces personnages-là? Bah non, parce que sinon j'aurais pas réussi à le rendre, mais par contre je vous dis, moi, c'est la lenteur. Comme j'écris très lentement, en général, je m'accroche à une émotion, je vais écrire sur une émotion. Comme mes émotions sont changeantes, ben voilà, je pioche en fonction de mon humeur. Et du coup, je vais écrire des bouts en commençant par l'émotion. Donc, par la peur, par l'envie de raconter des blagues. Donc voilà, ça va être selon les moments, ça va être un bout de dialogue, un bout de... Mais par contre, l'armature, je fais pas de plan ni rien, mais par contre, comme je rêve à mes personnages et je rêve à mon histoire pendant au moins un an avant de commencer à écrire, les choses sont quand même très très installées dans ma tête et notamment la trajectoire, enfin l'arc narratif général, je l'ai. Voilà comment je peux comment je procède. Et puis très concrètement, Espérance disait qu'elle aimait pas les bureaux. Alors moi c'est pareil, mais j'écris pas dehors. Je suis complètement, moi j'ai l'air un peu d'une folle quand j'écris. Je suis dans mon lit, sous ma couette, je mets des boules de caisse, même s'il y a personne à la maison. Enfin comme ça. Et avec un petit plateau de petit déjeuner qui me sert de table d'ordinateur. Voilà, c'est comme ça que j'écris. Ça fait plusieurs fois que vous parlez de la folie dans votre écriture, mine de rien. Qu'est-ce que ça vous a, est-ce que ça vous a appris quelque chose sur vous-même, Maya, après cette écriture-là, puisque je ne sais plus à quel moment vous avez recommencé les études de psychologie, mais il y a un lien aussi peut-être fort entre ces deux aspects-là, de l'écriture et le retour aux études de psychologie. Qu'est-ce qui s'est passé finalement aussi intrinsèquement? Ben, ça s'est fait en même temps. C'est-à-dire que bon, comme je vous disais, j'avais plus de boulot, j'avais plus rien, et puis gros moment de crise. Mais comme plein de gens, enfin, je crois qu'on est vraiment nombreux à avoir vécu ce moment de crise au moment du Covid, parce que pour beaucoup de gens, c'est joué aussi un rapport au travail. C'est-à-dire, il y a plein de gens qui se sont retrouvés avec des problématiques professionnelles, voilà, qui se sont effondrées à ce moment-là, où il a fallu se réinventer, ou bien qui avaient l'impression que leur boulot n'avait plus de sens. Enfin, on est quand même tout un paquet de gens à avoir vécu les choses comme ça. Et c'est vrai que pour rire, souvent je dis bon bah à ce moment-là, j'ai cru que j'allais devenir folle et finalement j'ai décidé de devenir psy. Et bon, c'est un peu pour rire, mais c'est pas complètement faux non plus. Et en fait, les deux se sont faits en même temps, c'est-à-dire que j'ai commencé à rêver à cette histoire et à ces personnages, et puis j'ai commencé à me réinscrire. Et puis en fait, c'est des études très longues, donc et comme je suis très lente pour écrire, j'ai fait les deux en parallèle. Très bien, très bien. Eh bien, c'est le moment de nous lire un extrait, Maya, de Sans Éden. On parlera aussi peut-être de ce prénom qui a forcément comment dire, une connotation forte, religieuse et pas que. Je ne sais pas s'il est fait en conscience ou pas. Mais j'aimerais que Et vous on nous commence pas parliez. par le premier roman? Bah, On fait comme vous pas d'abord voulez. la question? Non, Ouais, comme comme je vous veux? voulez. Ouais. Moi, je lis alors. D'accord, Alors, je lisons. lis. Euh, Si vous voulez bien, je vais faire la fin d'un chapitre et le début d'un autre.
Donc là, Gabriel, il est dans la voiture et il parle à son psy. Donc il lui dit, il parle à son psy, pardon, avec une tablette qui est posée sur son volant en visioconférence. Je pressens un grand malheur. Gabriel est garé derrière la mairie. Il est assis au volant devant son téléphone. Sur l'écran, le vieil homme aux sourcils fantastiques le regarde en silence. Gabriel n'est pas entièrement sûr d'avoir dit sa phrase à voix haute. Alors il la répète. Je pressens un grand malheur. Où est Eden, Gabriel? Je ne comprends pas. Gabriel secoue la tête lentement. Moi non plus, docteur. Je ne comprends pas. Une corde s'est rompue. Il est des cordes qui ne se réparent pas, et c'est une de cette sorte qui a cassé pour Gabriel. Le monde est sans dessus-dessous. Il est un homme perdu. Il ne parvient plus à se lever le matin, ni à se coucher le soir. Une fois Tom endormi, il tourne en rond longtemps, somnole dans le crapaud, finit par y sombrer une poignée d'heures. Quand il se réveille, il n'est que 2 ou 3 heures du matin, l'aube est trop loin, il a envie de mourir. Il pense au docteur qui régulièrement lui demande De quoi avez-vous envie là maintenant? Et en silence, il lui répond, en remuant ses lèvres, que d'abord il joint, ramasse et avance, comme pour donner un baiser dans le vide, puis étire en ébauche le sourire. Mourir. Et ce vœu, il le formule en silence 3 fois. Il pense à Jean-Michel, il pense à la corde ou la ceinture, il pense au nœud, il pense à la décision, il pense au geste. Il pense à l'endroit, l'étage, le salon de musique, la poutre là-haut, qui n'attend que ça. Il pense au Capricorne assistant au spectacle. Il pense au désespoir de Jean-Michel, il y pense longtemps. Après, il pense à nouveau au docteur, et cette fois, c'est un ordre que les bons vieux sourcils lui intiment d'exécuter dans l'heure. Celui d'appeler des gens de l'entourage d'Eden, d'envoyer des textos, de reprendre contact, de renouer avec leurs amis communs. Mais de cela, Gabriel n'a pas la moindre envie. Comment ça, pas envie? Je vous prescris de le faire, je vous demande pas si vous en avez envie. Vous avez envie de prendre votre cachet? Bah là, c'est pareil. Gabriel se dispute mentalement avec le docteur, le ton monte. Il finit par éteindre son écran mental. Pourtant, il le sait, le docteur a raison. Alors oui, il y aurait bien une personne qu'il aimerait appeler, la mère d'Éden. Elle, au moins, a toujours été de son côté, mais elle est morte. Alors voilà. C'est généralement à ce point de sa réflexion, chaque jour, réitéré à l'identique, qu'il fait un feu. Un feu de cheminée, ou un feu de camp, mais le plus souvent un feu de cheminée. Il va chercher quelques cartons là-haut. Il défait les tas hideux collectionnés par Jean-Michel et il les brûle. D'ordinaire, il complète avec des bûches, mais pas toujours. La nuit du 16 au 17 avril, par exemple, qu'il passe à alimenter le feu sans répit, au point de se déclencher une crise d'asthme, eh bien, pas une seule fois il ne sort puiser dans la réserve de bois de chauffage mise à disposition des locataires. Cette nuit-là, que de bout en bout il consacre à l'entretien de son feu de cheminée, incapable de s'arrêter malgré sa toux sèche, son souffle court, absorbant une telle quantité de ventoline qu'il se met à trembler, faisant s'affoler son cœur dans sa poitrine, taper à la porte de sa cage thoracique comme pour en sortir, son cœur en panique, prisonnier, enfermé dans une cellule en feu. Cette nuit où Gabriel sent que son cœur devient fou, il brûle tous les cartons accumulés à l'étage, tous les textiles crasseux, il brûle tout et la pièce s'éclaircit brutalement. Du point de vue du démon qu'il avait échafaudé, un saccage. Pourtant, le triste spectre ne semble pas souffrir plus que de coutume. Ces apparitions sonores restent parfaitement constantes dans leur tristesse épuisée, leur désespoir inoffensif et doux. Le fantôme est rivé à sa tristesse imperturbable, et cette indifférence devrait être pour Gabriel l'occasion de se demander s'il s'agit réellement du spectre de Jean-Michel finalement. Sauf que Gabriel n'est plus en état d'analyser ce genre de signes. Gabriel essaie de survivre, un point c'est tout, et c'est déjà beaucoup. Merci Maya. Eh bien, c'est le moment maintenant de nous parler du premier roman qui vous a forgé ou que vous aimeriez remettre au goût du jour. Oui, alors forger non, parce qu'en fait, moi je suis un peu comme Kevin, les premiers romans, non, en général, je trouve que c'est plutôt les suivants qui m'ont marqué. Quand j'étais jeune, oui, j'aurais pu parler de Voyage au bout de la nuit, mais j'ai pas envie. Donc je vais plutôt parler du livre de Lutz Zeiler, Crusoe, dont je vous avais déjà parlé une fois, parce que j'adore ce livre et parce que personne ne l'a lu. C'est donc un premier roman un premier roman, mais écrit par un écrivain extrêmement chevronné, puisqu'il il était poète, enfin il est toujours d'ailleurs, avant de devenir romancier.
ce Lutz Zeiler. Voilà, c'est ça, chez Verdier. Et donc ce livre, je l'ai lu et adoré pendant le Covid. Pendant mes insomnies, j'ai lu. Alors j'ai lu des dizaines de livres et je choisis celui-là. Je ne vous sors pas juste le Crusoe par hasard. Parce que donc c'est l'histoire du narrateur, donc c'est une forme d'autofiction en fait, mais épique, où Lutz Zeiler va raconter le moment. Donc il habite en Allemagne de l'Est, il a à peu près 18-20 ans, et il va perdre son amoureuse, qui va mourir d'un accident. Et là en fait il va s'enfoncer dans un désespoir qui va le rendre extrêmement et dangereusement suicidaire. Il décide de partir rejoindre l'Idensee, une île vers la mer Baltique, par laquelle en fait plein de jeunes gens vont essayer de s'enfuir, de fuir le bloc communiste, de fuir l'Allemagne de l'Est pour rejoindre l'Ouest. Et en fait, là, il va rencontrer une communauté de gens qui s'est bâtie autour d'un homme, Crusoe. Et Crusoe, en fait, il bosse dans un hôtel, dans l'hôtel de cette île, de la Hidensee, et c'est lui le chef des plongeurs, c'est-à-dire de ceux qui font la plonge. Et c'est un chef charismatique. Alors moi, j'aime pas le charisme, je suis contre le charisme, mais là, dans ce livre, ce qui est très très beau, c'est que ce chef charismatique, Crusoe, en fait, va mettre en acte le communisme dans son idéal et pas dans sa réalité, donc cet idéal trahi, et va en fait finalement sauver la vie psychique du narrateur grâce à l'idéal qu'il a réussi à rendre vrai, qui est cette communauté de gens qui s'entraident, et surtout autour de ce chef qui ne cherche qu'à faire une seule chose, c'est à les aider à le quitter, c'est-à-dire à les aider à partir. Et donc ça, je trouve ça absolument somptueux, cette idée d'un chef charismatique qui fait revivre l'idéal communiste avec comme seul objectif de les aider à s'échapper et à le quitter. Très bien, très bon choix. Et donc, comme toujours, on va faire une petite photo de groupe. Voilà, préparez-vous. 3, 2, 1. Et c'est bon, parfait. Alors, je le remontre, Sans Éden aux éditions Emmanuel Colas, Maya Thirier. Merci Maya. Nous venons d'entendre trois voix qui ont accepté le risque du premier geste. Kevin Thiévon nous a rappelé que l'histoire intime est traversée par les fractures du monde et que l'amour peut être une manière de survivre à l'héritage. Maya Thirier nous a fait sentir qu'une absence peut habiter une pièce plus densément qu'une présence et que la littérature sait explorer les zones troubles et que la raison ne suffit pas à éclairer. De son côté, Espérance Garçonna nous a montré qu'on peut se défaire pour mieux se recomposer, qu'un nom peut être provisoire, qu'un lieu peut devenir un laboratoire d'existence. Le premier roman n'est pas un aboutissement, c'est une traversée et une prise de parole fragile et audacieuse à la fois. Grâce au festival Terre de Parole et au prix Première Parole, ces voix trouvent un espace d'écoute, de circulation et de dialogue, un espace où les débuts ne sont pas considérés comme mineurs, mais comme essentiels. Car c'est dans les commencements que se loge l'énergie la plus vive. Dans ces premières phrases, il y a une promesse. Dans ces livres, il y a déjà un monde. Alors merci à tous les trois d'avoir ouvert vos univers respectifs et que ces premières paroles ne soient qu'un commencement. Je les remontre ici, les trois livres, Maya Thirier Sans Éden, Espérance Garçonna Pas d'ici et La bouche dans le sable de Kevin Thiévon. Et on se retrouvera mercredi pour une nouvelle rencontre pour les deux derniers ouvrages en lice avec Daniel Bourrion et Mathilda Di Matteo pour donc clôturer ces deux rencontres, pour donner envie aux lecteurs de voter pour l'un des 6 titres qui gagnera donc le prix Première Parole. Merci infiniment à tous. Au revoir tout le monde et à mercredi pour ceux qui seront là.